yum, yum, yum. Bonjour et bienvenue dans l'émission La table à l'étable. Aujourd'hui, on rencontre des éleveurs qui ont choisi le pastoralisme comme modèle d'avenir. Alors installez-vous, on découvre leur expérience autour de produits locaux. Mais avant de vous les présenter, je tiens à remercier nos partenaires sur cette émission, le CIDAM, le service interdépartemental pour l'animation du Massif central et le réseau pastoral de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à vous trois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je me tourne vers mon premier invité, Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour. Alors moi, je suis Frédéric, je suis éleveur, berger, fromager, transhumant. Ça fait des casquettes. Ça fait des casquettes. Je suis installé avec ma femme Agnès, on est en GAEC, donc on est installé dans le Lot et on transforme le lait de nos brebis basco-béarnaises en tome, yaourt et aussi la laine de nos brebis. Que tu nous présenteras tout à l'heure. Voilà. Merci Frédéric. Alors à côté de toi, nous avons Denis. Bonjour, moi j'arrive de l'Isère, sud Isère, en montagne, à 1000 mètres d'altitude. Et la ferme, on est 3 associés, mon frère et mon neveu. On a des vaches allaitantes, un centre équestre avec des poulinières et toute la cavalerie qui va avec un centre équestre, et un gîte de séjour. Oui. Alors tu as une autre casquette aussi. Tu étais président et tu es devenu récemment vice-président de la FAI. Oui, qu'est-ce que c'est ? La Fédération des alpages de l'Isère. Donc c'est une association qui met en relation et qui participe à l'élaboration des politiques pastorales et qui favorise la mise en œuvre de ces politiques et qui apporte du conseil aussi sur les espaces pastoraux. Donc ça, c'est les commissions sur lesquelles vous travaillez ? Oui, il y a le sanitaire, il y a les aménagements en montagne, il y a sur les espaces pastoraux, il y a du service direct aux adhérents, par exemple des héliportages en début de saison, voilà, c'est multiple et varié. Ouais, des sujets qu'on va aborder dans cette émission. Et enfin, pour terminer, nous avons Richard avec nous. Oui, bonjour. Donc, je suis Richard. Donc, je suis éleveur de moutons dans le département du Puy-de-Dôme, sur un plateau volcanique à 1000 mètres d'altitude, entre le Puy-de-Dôme et le Puy-de-Sancy. Je suis aussi ce qu'on appelle un éleveur transhumant, puisque j'estive une partie de mon troupeau l'été sur le massif du Sancy. Et là, mes brebis pâturent entre 1400 et 1800 mètres d'altitude pendant la période estivale. Merci pour vos présentations. Alors, avant de rentrer dans le premier sujet, nous avons une belle table que vous avez garnie avec des produits que vous m'avez apportés. On va commencer par les présenter. Peut-être par toi, Frédéric. Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Alors, j'ai apporté de la tome de brebis que l'on fait en estive, donc dans le Cantal, puisqu'on est dans le Lot et on transhume dans le Cantal, au plomb du Cantal. Et donc, ce fromage a été fait cet été. Celui-là est de mi-juillet. Voilà, le lait. Bon, on va goûter. Bon, on va goûter. Il me semble en plus que tu as un couteau. Tout à fait. C'est toujours sur toi, c'est ce que tu m'as dit. Alors, je vais te laisser commencer à couper un petit morceau et je demande aussi à Denis. Alors, Denis, toi, c'est un petit saucisson. Oui, voilà. Alors c'est un saucisson de la ferme. On a un cochon. Nous, on a une ferme où il y a plein d'espèces d'animaux, et donc on a des cochons pour notre consommation personnelle. Et mon neveu donc s'occupe de 2 cochons et fait du saucisson. J'ai pas amené une côte de bœuf parce que c'était compliqué. Oui. Voilà. On n'avait pas forcément, effectivement, c'était pas forcément adapté pour aujourd'hui. Et alors, du coup, Richard ? Et donc, moi, je vous ai amené un Saint-Nectaire, puisque là où je suis, dans mon village natal, je suis dans la zone Saint-Nectaire. Je ne produis pas de Saint-Nectaire, je suis éleveur de moutons. J'aurais aimé amener un gigot ou des côtelettes pour vous présenter, mais ça m'était un peu plus difficile de vous présenter ça et de mettre ça sur la table sans l'avoir cuisiné. Mais voilà, mon produit, c'est de l'agneau, c'est de la viande et c'est du label rouge Pays d'Oc. Par contre, je tenais à faire un petit clin d'œil, puisque dans ma famille, j'ai ma sœur, mon beau-frère qui sont agriculteurs et mon neveu.
Et donc on est dans une zone aussi un peu pastorale et ils fabriquent du Saint-Nectaire. Donc un petit clin d'œil à ma sœur, à mon neveu, à mes proches qui passent énormément de travail sur leur exploitation pour nous proposer un produit de haute qualité. Parfait, je vous remercie d'apporter tout ça. Et on a aussi une petite planche qui a été préparée juste avant par Sébastien des Traditions de l'Aveyron. Donc encore d'autres produits locaux à déguster. Alors c'est pas là juste pour faire beau, je vous invite à goûter quand même ce que vous avez apporté les uns les autres. Et on va pouvoir enchaîner sur la première partie. Donc la première partie de nos échanges, ce sera sur le pastoralisme et notamment ses atouts. Et donc je me retourne vers toi, Frédéric. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus? Tu nous as expliqué, donc brebis, laitière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fonctionnes sur ta ferme? Oui, alors donc on est installé dans le Lot sur une petite ferme, la ferme de mes grands-parents, d'une 15aine d'hectares, qu'on ne pourrait pas passer toute l'année sur cette ferme. Donc l'idée c'est de déplacer nos troupeaux de début juin jusqu'à fin septembre, donc quasiment 4 mois, sur des parcelles communales de la commune d'Albepierre-Bredon, où il y a des vaches, mais on arrive à pâturer avec des vaches. Voilà, donc on voit quelques photos, je crois. Oui, effectivement, tu nous as transmis quelques photos qui sont en train de défiler. Tu peux nous les commenter d'ailleurs. Du coup, là, on est sur la crête du cirque de Chamalières avec les brebis et notre chienne de protection. Donc on a un peu plus de 150 brebis basco-béarnaises. Donc là, le troupeau est complet, c'est-à-dire qu'il y a les agnelles, les mères. Voilà, alors cette photo, c'est le lever du soleil au moment de la traite. C'est un petit moment privilégié où tout est calme. Et voilà, là, on voit la traite aussi avec notre buron. D'accord, donc c'est un buron familial ? C'est un buron qui appartient à la commune, qui nous le met à disposition. Et donc là, la traite se fait à la main. Pour le moment, voilà, on voit la fromagerie voûtée qu'on a réouverte. Donc ça fait plus de 60 ans qu'il n'y avait pas eu de fromage dans ce buron. Voilà la traite, et là c'est le filtrage du lait. L'homme en pleine mission. Voilà. Donc ça c'est tous les matins, on est en monotraite. Oui. Et dès que la traite est terminée, on passe à la fabrication du fromage. Là on voit l'affinage sur planche en bois. Donc c'est traite manuelle. Là je traite à la main, oui, pour le moment. Tu passes combien de temps ? Début juin, c'est 3 heures de traite à la main. Voilà. Par jour. Par jour. C'est conséquent. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a vu la cave d'affinage aussi, qui est ce buron magnifique. Les anciens ont bien travaillé puisqu'on arrive à très bien affiner nos fromages. Alors tu nous as apporté un petit plus aussi à côté de toi. Voilà, donc là j'ai parlé du fromage, de la tome, mais ma femme Agnès, elle est feutrière. Et donc elle transforme la laine de nos brebis. Alors on les voit en photo et aussi là en vrai sur ce petit tapis de randonnée. Je peux toucher ? Oui, on peut toucher, c'est doux. Oh, c'est tout doux. Et puis c'est très léger finalement aussi. Et très résistant. Donc moi c'est démarré parce que j'ai mon tapis de berger. Je garde avec par tous les temps. Vous imaginez que il fait pas que beau quand on est en estive. Donc il est éprouvé. Voilà, et du coup, là, on fait d'autres un petit peu plus travaillés qu'elle commercialise dans notre boutique collective à Figeac et puis sur des salons. Voilà. Tout à fait. Merci en tout cas de nous avoir apporté ça pour qu'on puisse découvrir aussi le travail de madame. Et juste à côté, Denis, à ton tour, dis-moi. Alors tu nous as détaillé élevage bovin. Voilà. Tu nous as parlé d'un centre équestre aussi. Raconte-nous un peu. Donc le centre équestre, c'est mon neveu. Quand il est rentré dans la SCEA, dans l'exploitation, était passionné de chevaux. C'est un cavalier professionnel. Il fait des concours. Il est moniteur équestre. Et donc ça c'est le petit plus. Donc voilà, ça c'est le petit plus. Et voilà. Et la partie élevage bovin, dont je m'occupe plus particulièrement. Et donc c'est des charolaises, des vaches allaitantes, et on monte en alpage l'été. Alors nous, l'alpage, c'est un alpage de proximité. Bon, là on voit, il y a la belle vue qu'on a avec les lacs. Il y a 4 lacs glaciaires sur nos territoires. Ça fait combien de kilomètres à peu près de distance ? C'est très court. C'est pas des kilomètres, quoi. Oui, c'est 1 kilomètre, on va dire. On monte à pied. Oui. C'est vraiment c'est un alpage de proximité. On n'a pas de transport en camion. Là, on voit le village et là, on est sur l'alpage, quoi. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler un alpage de proximité. Et donc, on met nos troupeaux en commun avec des voisins. Et elle passe du 1er juin au 20 octobre, on redescend le 20 octobre, et donc c'est les génisses que l'on monte là-haut. Donc dans ton cas, c'est les génisses. Richard, alors pour tes brebis, est-ce que tu es sur les mêmes dates de transhumance ?
Juin-octobre ? Donc oui, on est sur des dates de juin-octobre. Je prends le soin de faire prendre le bélier à mes brebis avant de monter en estive. Ensuite, elles passent toute leur période de gestation en estive et redescendent à l'automne pour l'agnellage sur le site de mon exploitation dans mon village natal. Transhumance en collectif ? Donc c'est une transhumance, alors elle est de moins en moins collective. On n'est plus que 2 à faire cette transhumance avec un voisin du village. Et on monte nos brebis à travers la voie romaine, c'est-à-dire une voie qui a été dressée dans la montagne pour des échanges commerciaux, et jusqu'à l'arrivée du piémont de la montagne, où là on continue notre progression à flanc de montagne pour rejoindre un col et arriver au col de la Croix-Saint-Robert, pour justement se mélanger à un troupeau collectif qui est constitué d'une douzaine de personnes. Et on retrouve le berger, on compte nos brebis à l'arrivée et on les mélange au troupeau collectif. Et voilà, c'est parti. La période estivale est engagée. Alors moi, j'ai envie de savoir maintenant pourquoi vous êtes tous les 3 engagés dans ce modèle, donc type pastoral. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision ? De notre côté, il est technique et il est aussi très personnel. C'est-à-dire que notre ferme, elle a 15 hectares, on ne pourrait pas passer toute l'année. Puis moi, j'étais berger salarié avant dans les Pyrénées. Et il y a quelque chose... on aime cette vie, c'est un choix de vie. On est en famille depuis qu'ils sont tout petits, nos enfants. Enfin, c'est un vrai choix de vie. Et on souhaitait continuer cette vie-là de transhumant. De transhumer, c'est changer. Humus, c'est la terre. On change de terre tous les ans. C'est comme un petit voyage. Tous les ans, une escapade. Tu disais en introduction, tu es éleveur, berger, fromager, transhumant. Ça en fait des bérets. Oui, alors souvent on entend les bergers comme des bergers salariés. Oui. Souvent, nous on est éleveurs bergers, on garde nos brebis. Voilà, on n'a pas de brebis en garde dans les Pyrénées, on avait des brebis en garde. Là on est éleveurs bergers. Voilà, donc il y a une partie de l'année on élève nos brebis à la ferme, plutôt classique. Et il y a ces 4 mois d'estive où on garde les brebis tous les jours, par tous les temps. Voilà, il n'y a pas de clôture, on garde. Oui, donc c'est la connexion et aussi au vivant qui t'intéressait. C'est ça. En fait, c'est un métier très sensitif aussi. On est dans les éléments en permanence, tout le temps, pendant 4 mois, tous les jours. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Voilà. Richard et Denis, c'était le même sens que vous aviez ? Oui, alors moi peut-être avec moins d'implication, puisque moi je monte pas en alpage tout mon troupeau, et donc je fais pas une vraie transhumance telle que voilà, parce que je reste sur la ferme et je monte à l'alpage de temps en temps pour voir mes bêtes, mais voilà et ce qui nous a poussé, ou pour nous c'était une évidence de toute manière, on allait chercher de la ressource fourragère qu'on n'avait pas en bas, on allait la chercher en haut et un peu plus haut sur la montagne qui est juste en face de nous, quoi, en face du village. Et en plus, ça participait à l'entretien du territoire, de la montagne. Et donc cette ressource fourragère qui n'était pas exploitable mécaniquement. Et bon, nous, on est en bio, c'est la pâture qui nous intéresse. Et donc voilà. Valoriser le territoire et aussi permettre une meilleure autonomie alimentaire de ton système. Voilà, et ne plus avoir une partie du troupeau, entre guillemets, dans les pattes l'été, elles sont là-haut, on n'a pas de clôture à faire, on fait les clôtures au printemps, et puis après, elles restent tout l'été là-haut, et voilà, après il y a de la surveillance, mais c'est tout, quoi. On dit souvent que le système pastoral est un système durable. Pourquoi ? La question m'est posée. Donc, je voudrais, avant de parler de durabilité, parler un petit peu historiquement. Moi, je pratique le pastoralisme, mes parents avant moi. Et si justement ils ont créé en 1967 cette association pastorale, c'est parce qu'il y avait un bon nombre d'agriculteurs sur la commune et que pour se développer, pour avoir un cheptel conséquent, pour avoir un bon modèle économique, pour pouvoir en vivre, il fallait trouver de la surface, de la ressource fourragère pour alimenter les troupeaux. Et une solution s'est présentée à eux comme une évidence, c'est de créer justement en collectif une association
pour mettre des troupeaux dans la montagne, justement où la ressource fourragère n'était pas suffisamment exploitée à l'époque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'était une évidence. Moi, en tant qu'enfant, j'ai accompagné mes parents. Le fait de prendre la voiture et de monter en montagne, c'était déjà que du bonheur. De trouver ces surfaces pleines de naturalité, en fait. Ces surfaces accueillantes, mais à la fois ces surfaces de relief, avec quelque chose d'artistique, avec une beauté. On se trouvait quand même dans ces surfaces entre terre et ciel, au milieu du troupeau, où les gens qui venaient avec leurs troupeaux avaient une forte identité, ils parlaient en patois, ils échangeaient des sourires, il y avait quelque chose de culturel et il y avait quelque chose d'humain, quelque chose de beau, d'artistique, et j'ai toujours aimé ça. Et je pense que c'est dans mon ADN aussi, malgré la surface aujourd'hui, après une décapitalisation du cheptel que l'on peut retrouver sur les sites d'exploitation, ça reste quand même quelque chose de très important pour moi, de très marqué dans mon ADN, et c'est pour ça que je continue à faire du pastoralisme. Et maintenant, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, Bruno Dufayet dire que ça avait quelque chose de très moderne. Et oui, je pense que le pastoralisme a énormément d'atouts qu'on avait devant nous sans nous en rendre compte. Aujourd'hui, le fait d'en parler, le fait justement... au niveau du sommet de l'élevage, d'avoir fait des rencontres pasto, de rencontrer des gens, parler pastoralisme, parler pratique, parler diversité, et ben on se rend compte de plus en plus que on a une chance. Cette chance, il faut la faire connaître, mais avant de la faire connaître, et ben on l'aperçoit nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, que c'est une vraie chance et que le pastoralisme a beaucoup d'atouts et dont on pourra discuter tout à l'heure. Il faut le ressentir, c'est ce qu'on comprend dans ton message en tout cas. Et un modèle d'avenir, c'est ce que tu partageais également. Alors moi j'ai une interrogation, on parle de modèle d'avenir, mais il y a aussi un point qui est important dans le milieu agricole, c'est la rentabilité du système. Est-ce que c'est un modèle d'avenir, mais est-ce qu'on peut en vivre? Frédéric, tu m'as partagé une phrase que j'ai notée, petit troupeau, faible charge, mais valorisation maximale. C'est le seul système possible dans notre modèle. C'est-à-dire que déjà la ressource, on va la prélever. Donc il n'y a pas d'engins agricoles qui vont prélever la ressource. La ressource, elle y est, elle est naturelle, on fait avec déjà. Donc on s'adapte à la ressource et on n'adapte pas la ressource au troupeau déjà. Donc ce modèle-là, je sais, la ferme où on s'est installé, 15 hectares, mes grands-parents avaient dit c'est impossible, mon propre père n'a pas pu s'installer là, c'est pas possible de s'installer sur 15 hectares. Nous on le fait avec l'estive, parce qu'on a un produit de valeur ajoutée forte, avec très peu de charges. On a le transport évidemment de camions, c'est pas très loin, mais du coup on crée une espèce d'harmonie entre ce que les brebis prélèvent, la traite, les fromages qui sont faits sur place, l'affinage et les clients qui viennent l'acheter là. Il y a une harmonie qui se crée et qui est en fait très simple. Voilà. Et cette simplicité-là, elle est en plus rentable, puisque c'était la question. Bien sûr, effectivement. Donc, voilà. Donc c'est ton cas. Je vous propose de passer à une petite partie un peu plus, qui nous emmène avec vous en immersion. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur l'estive? À quoi ça ressemble une journée en estive, en transhumance? Faites-nous rêver. On a vu les paysages, mais maintenant on a envie d'avoir l'histoire. Alors pour moi le jour de la montée en estive, c'est, même si c'est très court, c'est important quoi. Bon déjà on passe, on apporte nos bovins soit en camion si c'est un peu plus loin ou à pied si elles sont stockées dans des parcs à proximité, et puis après on les passe au couloir, on leur fait faire connaissance. Nous, on a un gardien de troupeau quelques heures par jour qui va s'en occuper. Donc, on les présente au gardien de troupeau qui est là en général à la montée. Et après, on les accompagne jusqu'à sur le lieu où elles vont passer l'été. Et là, c'est un peu une excitation déjà de leur part, des bovins, et puis nous aussi, quelque part. C'est une effervescence, c'est ça que tu veux dire?
Pardon ? C'est une effervescence. Oui, voilà, il y a un peu de l'effervescence. Et puis après, on les confie, plus ou moins. Et voilà, elles sont parties en vacances, quoi. Et nous aussi un peu. Merci pour le partage. En tout cas, on sent à travers vos témoignages la passion pour ce modèle d'avenir, en tout cas que vous défendez. Et vous le défendez, mais comme tout modèle, il y a des défis et on s'interroge toujours sur l'avenir. Et donc, je voudrais aborder aussi ce point avec vous aujourd'hui. Et je me tourne en particulier vers toi, Denis, vu que tu as aussi cette casquette de vice-président. C'est quoi la situation sur ton territoire, l'état des lieux ? Est-ce que les gens arrêtent ou est-ce que ça motive les jeunes ? Alors, c'est à double... On peut avoir deux entrées par rapport à la vision du pastoralisme sur notre territoire. Je vais parler du territoire que je connais le plus. Là, on s'est aperçu depuis quelques années, il y a une érosion du nombre de bovins qui monte. Alors, ça peut s'expliquer par peut-être des facteurs un peu liés à la PAC, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a une érosion globale du nombre du cheptel en France. Et ça se ressent aussi. Et puis il y a aussi par rapport au dérèglement climatique, quand même, la ressource fourragère qui est très variable, des gros coups de chaleur qui grillent l'herbe, et il y a des saisons où la fin de saison est compliquée, donc il y a aussi l'accès à l'eau, où parfois c'est compliqué, donc voilà, il y a un réajustement un peu à la baisse. Après, les grands transhumants qui viennent du sud et qui viennent sur nos territoires de montagne en Isère, chercher de la ressource, et ces transhumants, on ne pourrait pas s'en passer au niveau territoire, parce que ils occupent et ils pâturent des surfaces qu'on n'aurait pas la capacité localement de pâturer. Et pour l'entretien du paysage, pour les risques d'avalanche, d'incendie, c'est très important que ces espaces soient entretenus, quoi. Frédéric et Richard, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Frédéric ? Oui, les difficultés, le changement climatique, tout le monde, c'est là. Et nous, la clé, c'est la diversité des milieux. Donc quand ça grille complètement sur des plateaux secs où il n'y a pas d'arbustes ou d'arbres, nous on pâture en forêt domaniale de l'ONF qui nous laisse pâturer. Et donc là, pendant la canicule du mois d'août, on avait de l'herbe verte en sous-bois. Donc la diversité des milieux, pour nous, est essentielle dans la sauvegarde de ce mode d'élevage, quoi. Et pour favoriser ce modèle et les installations et inspirer les vocations, en tout cas, vers le pastoralisme. Oui, Richard. Oui, moi, je voudrais rajouter que, bien sûr, aujourd'hui, les milieux pastoraux n'échappent pas au changement climatique. On voit qu'en montagne, le réchauffement se fait 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, pratiquement, quand on est dans les hauteurs. Mais tout en gardant mesure, puisqu'on est encore en altitude avec des températures, vous savez, qui varient tous les 100 mètres, donc avec quand même de la fraîcheur qui existe, mais on n'échappe pas justement aux impacts que peuvent avoir changement climatique. On ne connaît pas encore toutes les données de modification de la ressource fourragère qui existe sur ces surfaces, mais je crois aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup d'atouts. On a beaucoup de leviers à mettre en place sur nos surfaces pastorales, et que ça peut être une vraie chance pour des exploitations qui, souvent, comme les miennes, ont à la fois un système un peu plus herbagé, un système un peu plus intensif, et ce système-là peut apporter de l'autonomie fourragère à mon exploitation et faire perdurer le nombre d'animaux que je puisse contenir sur mon exploitation. Ça peut apporter des solutions. Donc ça peut apporter des solutions. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut justement mieux connaître ce qu'il se passe, mieux connaître ces modifications et mettre les leviers en place pour que ça se passe bien. Alors c'est vrai qu'il y a l'eau qui est un enjeu, puisque aujourd'hui c'est l'enjeu dans les milieux pastoraux, c'est la disponibilité de la ressource en eau pour l'abreuvement, et cette disponibilité, on se devra de faire des investissements et de la travailler. On aura aussi des périodes estivales qui seront très sèches, et de savoir comment, si on peut garder du stock sur pied dans les parties un peu plus basses qui craignent un petit peu moins, qui sont un peu plus tardifs et qui sont un peu protégés par rapport au relief. Voilà, il y a aussi le sylvopastoralisme. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de bouger, mais le pastoralisme, voilà, faut le voir comme une valeur de modernité.
Et c'est à nous aussi à nous adapter, à adapter nos pratiques vis-à-vis de ces grands enjeux, de ces changements, quoi. Forcément, oui, s'adapter aux défis actuels, aux défis qui vont arriver, et le pastoralisme peut y répondre. Richard, très rapidement. Oui, et quand on parle d'adaptation, on ne peut que s'adapter lorsqu'on est bien au courant, lorsqu'on en a bien échangé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vit au sommet de l'élevage, hein, avec tout ce qu'on vit autour du pastoralisme, tous ces échanges. Mais en fait, ça vous donne des solutions. Ça vous dit, bah oui, voilà, il y a des solutions qui existent. Il faut être proactif. Je ne vais pas me recentrer sur moi-même, mais je vais essayer justement, dans les discussions, de trouver les leviers sur mon exploitation, dans les discussions, et puis dans toutes les données scientifiques qui nous seront données. Et c'est là aussi où on met un point d'honneur, c'est à dire, continuons la recherche pour nous donner des solutions. Forcément. Alors par contre, je ne vous vois pas goûter les produits. Ils ne sont pas là juste pour faire de la figuration. Je veux vous voir quand même en profiter. Je veux bien que tu m'en passes un en plus, Frédéric, s'il te plaît. Quand même que je vois et que je goûte ce que tu m'as apporté. Merci. Et j'en profite pour poser une dernière question sur cette partie défi. On a parlé donc réchauffement climatique, gestion de l'eau, gestion du système fourrager. Dans la partie aussi transhumance, on a d'autres défis comme le sanitaire et la prédation. Pour vous, est-ce que vous êtes concernés? Et comment vous faites pour lutter contre ce risque? Oui, on est concerné, comme tout le monde. Mais par rapport à la prédation, donc il y a la prédation, l'impact, c'est en train de s'installer fortement là. Nous, quand on est arrivé sur l'estive, donc dans les Pyrénées, on avait déjà de la protection, une chienne de protection. Et ici, dans le Cantal, on a aussi une chienne de protection qu'on a mis en place avant d'avoir les attaques. Donc on essaye de se prémunir et on a un système pastoral. C'est pas assez adapté à la prédation. Enfin, j'ai pas envie de me faire croquer les brebis. C'est-à-dire qu'en fait, dans le système laitier, on les rentre en parc. Elles sont pas abritées, mais elles sont en parc de nuit. Elles sont rentrées pour la traite quotidiennement. Du coup, on les approche de nous. Donc voilà, c'est pas des couchades comme dans les grands troupeaux où il faut qu'ils gèrent différemment leurs estives. Donc on essaye de se prévenir la prédation. Grâce aux chiens de protection, grâce à la surveillance. La garde tous les jours, oui. et la mise en parc le soir. Tu me disais près de 1000 heures de garde cet été? Oui, on garde tous les jours pendant 4 mois. On peut pas, ça représente. Denis? Oui, et la prédation, on l'a subie, alors malgré toutes les mesures de protection qui sont proposées, même si on les applique, il y a quand même de la prédation. Donc ça, il faut être réaliste là-dessus. Et nous, sur les bovins, il y a de la prédation sur les bovins. Et là, on est désemparé complètement, quoi. On n'a pas de moyens de protection, à mon avis, valables pour le moment. Et donc, on les subit. Nous, sur l'alpage, on les subit aussi en bas, près de nos fermes, même sur des gros bovins. Oui, il y a un réel risque. Oui, c'est un réel risque. Et après, par rapport aux mesures de protection, les chiens patous posent des problèmes aussi en montagne et en alpage par rapport au multi-usage. Et là, c'est quelque chose qui ressort et qui, en fin de compte, vient faire supporter tous ces problèmes-là aux seuls éleveurs et bergers, quoi. Pas aux seuls, mais qui sont, entre guillemets, propriétaires des chiens, quoi. Ouais. Très brièvement, Richard, parce qu'il me semble que tu m'avais cité une étude de vulnérabilité que vous avez faite sur votre secteur. Oui. Donc, en 1967, moi, mes parents, ils ont créé justement cette estive collective pastorale. En 1978, elle a failli s'arrêter. Donc là, à l'époque, on ne parlait pas des loups, hein, c'était les chiens errants. Mais les attaques successives qui dispersaient le troupeau, qui les faisaient dérocher, qui aussi les égorgeaient, devenaient quelque chose une pression tellement importante que je me souviens avoir vu mes parents, à cette époque-là, j'avais que 10 ans, se dire, bon, mais si ça continue comme ça l'année prochaine, on va arrêter. C'est plus possible de vivre dans ces conditions. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette prédation ou très peu par les chiens errants, mais c'est vraiment la prédation lupine qu'on met en avant. Je sais pas comment je réagirai puisque je ne suis pas encore confronté moi-même personnellement par ce fait. Je sais que dans le département il y a déjà eu plusieurs attaques et ça m'a rendu malheureux. Mais pour moi, je ne sais pas quelle va être ma réaction, mais j'ai peur d'en souffrir énormément.
Pour s'y préparer, vous parliez d'études de vulnérabilité. Voilà, mon estive collective a décidé de faire une étude de vulnérabilité qui a été diligentée cet été. Un tas de mesures, mais on les connaît tous. C'est des mesures de protection qui ont été mises en place. Je peux dire que qu'est-ce que ça nous a apporté ? Ça nous a apporté le fait de nous mettre devant le fait accompli, en fait, de ne pas plus attendre, de savoir que le loup va venir dans les prochaines années, qu'il sera là et que ça va en tout cas attaquer. qu'il y a un réel risque. Voilà, et ensuite à mettre en place des mesures de protection, mais on voit que ça va énormément modifier notre pratique pastorale et que ça va nous demander énormément de travail. Collectivement, comment on va le gérer ? Moi, c'est toute la difficulté, avec aussi des surfaces qui vont être abandonnés parce que trop à risque de dérochement. C'est-à-dire que si on a une attaque de loup, mais que ça déroche pas, on a moins de pertes. Mais par contre, avec le risque de dérochement, on va être obligé d'abandonner des zones pastorales et des fois, on se demande pourquoi, quoi. Oui. Avec toutes les aménités qu'on peut apporter. Il y a tout un enjeu, et on pourra en parler des heures, j'imagine, et surtout sur ce sujet de la prédation, on aurait pu aussi plus approfondir le sanitaire. Mais le temps tourne. Et je voulais quand même terminer avec un petit jeu très rapidement avec vous. C'est simple, je vous montre des chiffres clés et vous me dites ce que ça vous inspire. Est-ce que c'est bon pour vous ? Très rapidement, Frédéric, système pastoral, pas de vacances ? 0 vacances, pas beaucoup. On essaye de s'organiser et c'est devenu très important pour ma femme et moi et notre famille. Donc on met des choses en place. Parfait, mais en tout cas, c'est possible. C'est ça que tu veux nous dire. C'est possible. J'ai un deuxième chiffre, peut-être Denis, 60 000 fermes. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ah là, il y a une petite colle, vas-y très rapidement. Ah, Richard a peut-être la réponse. Je crois savoir, ça doit être les 60 000 fermes qui ont des surfaces pastorales. Oui, qui sont système pastoral. Bravo, c'est un chiffre effectivement de l'AFP. Oh, il y a quelqu'un qui est bien bouillant là pour le jeu. Alors du coup, j'ai une troisième pancarte, je vous la montre. Je terminerai avec celle-ci, 2026. Ça vous inspire quoi ? Année internationale Année internationale du pastoralisme. C'est bien, vous l'avez tous effectivement. 2026 qui sera l'année internationale du pastoralisme. Donc une année qui permettra de mettre en lumière ce système. Je ne vous fais pas rebondir dessus, on en parlera. Juste encore. Pour dire, alors dis-nous. En même temps que cette année mondiale du pastoralisme qui sera organisée au sommet de l'élevage, on aura aussi énormément d'événements agriculturels autour du pastoralisme. J'imagine, forcément, c'est l'occasion. Dans le Massif central. Voilà. En tout cas, ça veut dire qu'on se donne rendez-vous au sommet de l'élevage 2026 pour en parler. Je vous remercie tous pour votre présence. On va continuer à déguster vos produits. Je souhaite aussi remercier le partenariat avec le CIDAM et le réseau pastoral de la région Aura. Bien sûr, merci aux équipes techniques. On vous donne rendez-vous sur d'autres émissions du Comptoir des éleveurs. En attendant, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.